Alors bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer de vous faire un retour de l'expérience qu'on a eue au bout de 3 ans maintenant qu'on a constitué un réseau de stations connectées, des réflexions qu'on s'est faites au fur et à mesure de cette constitution. Euh, alors, donc, on y va. Voilà. Bon, on va commencer par faire des petits rappels de ce qu'on entend par station connectée. Et puis ensuite, on regardera vraiment comment on a fait le réseau, pourquoi on l'a fait, à quoi ça sert. Et puis on essaiera de terminer par l'avenir qu'on pressent sur le réseau. Alors, les stations connectées, bon, évidemment, c'est déjà une station météo, hein, donc il y a un ou plusieurs capteurs. Alors, vous avez ici, est-ce que vous voyez. Pardon. Ouais, je me bats sur. Pardon, petit problème technique. Voilà. Vous voyez le pointeur? Ok. Bon, là, vous avez une station pluie, hein, enfin ce qu'on appelle classiquement ou en petit nom station pluie. Donc vous avez le pluviomètre et puis ici dans le boîtier des capteurs de température et d'humidité relative, hein. Ici, vous avez une station vent. Et puis là, vous avez un capteur d'humectation, hein, pour l'humectation des feuilles, hein, qui vient compléter l'humidité de l'air qu'on a généralement sur les stations pluie. Donc ça, c'est des capteurs qui sont très classiques. Il y a aussi des données qui sont calculées, hein, des températures humides, des points de rosée, quelques informations comme ça supplémentaires, hein. C'est pas dû à des capteurs, hein. Il y a des capteurs qui existent, hein, pour des températures humides, mais en tout cas avec le prestataire qu'on a choisi, c'était des données mesurées. Donc là, on est sur du classique. Euh, alors, un premier point, évidemment, attention à l'installation. Euh, voilà, ça c'est le genre de choses qu'on peut voir quand on a constitué le réseau. On a récupéré entre guillemets des stations installées par des vignerons qui avaient eux-mêmes acheté des stations, et c'est pas leur métier de faire de la météo, donc évidemment ils ont mis la station comme ils le sentaient. Et voilà, celui-là, c'est une des erreurs assez classiques. L'horizontalité, elle n'est pas du capteur est pas garantie, hein. Donc ça veut dire autant dire que là, euh, avec un pluviomètre comme ça, bah, les OG vont absolument pas basculer. C'est-à-dire qu'on va avoir 0,2 mm quand il va pleuvoir, et puis ensuite, ça va pas revenir. Donc voilà, attention, hein, il y a quand même quelques règles simples pour installer des stations. De même qu'on n'installe pas des stations pluie juste sous des arbres. Euh, voilà, ça c'était un premier point pour une mise en bouche. Alors, le gros intérêt de ces stations, c'est que c'est des stations où, en gros, il n'y a pas d'entretien. Normalement, les stations traditionnelles, en dur entre guillemets, c'est des stations qui s'entretiennent avec des visites très régulières de techniciens pour vérifier que les capteurs ne dévient pas, qu'il n'y a pas de problème, etc. Ça, c'est des stations qui sont vendues sans entretien, donc on est sur de la facilité d'utilisation, hein. Il y a juste les pluviomètres, hein, sur lesquels il faut quand même vérifier qu'on n'a pas des oiseaux morts, des souris, bon, plus généralement des insectes ou des araignées, hein, qui viennent boucher. Mais sinon, il n'y a pas d'entretien. À partir de là, le fait qu'il n'y ait pas d'entretien, bah, ça pose la question de la durée de vie, hein, puisque bien sûr, l'entretien des stations traditionnelles, il est là pour garantir la durée de vie des capteurs. Alors, l'expérience a montré que généralement, les vignerons qui achetaient leurs stations n'avaient pas conscience de la durée de vie d'un capteur et du coup de la durée de vie de leur station. Et ils ont été très surpris quand leur station est tombée en panne, entre guillemets, c'est-à-dire qu'elle s'est arrêtée, mais ça c'était normal, parce qu'elle est arrivée en fin de vie au bout de. Nous on a changé, toutes les stations qui ont été installées en 2018 ont toutes été changées, hein, par exemple. Et ben ça c'est un paramètre que le vigneron n'avait pas intégré, hein, quand il a acheté ça. Donc c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'on est sur des stations qui n'ont pas d'entretien,
À partir du moment où il n'y a pas d'entretien, les capteurs et puis là pour le coup les cartes électroniques ont des durées de vie plus restreintes. Donc il faut en tenir compte et ça permet de recalculer par rapport au prix. C'est-à-dire que c'est des stations qui ne sont pas chères, de l'ordre de 300 euros en gros. C'est même pas le prix des capteurs quand on les achète à l'unité. Donc c'est des stations qui sont absolument pas chères, mais par contre évidemment elles ne sont pas éternelles. Alors voilà. Autre point, et c'est la partie connectée de la station, c'est des stations avec lesquelles on a un accès facile et rapide à l'information. C'est aussi ça qui a permis la démocratisation. Et puis il y a des services connexes qui ont été construits au fur et à mesure par les sociétés qui vendaient ces stations. Donc on va en voir quelques-uns. Là vous avez ici l'accès d'un vigneron qui, sur le réseau de la Chambre de Lyon, a accès comme ça, vous voyez, à une dizaine de stations. Ça, c'est l'accès sur le portail PC, mais on a aussi un accès mobile sur les smartphones. Bon, vous voyez, on a tout ce genre de... On arrive et puis tout de suite, on a l'information très facile. Ici, vous avez sur la station d'Épineuil les pluies depuis 1 heure, les pluies aujourd'hui, les pluies hier, les pluies des 7 derniers jours, la température, l'hygrométrie. Vous pouvez avoir, on va voir après, accès à l'historique. Et puis, vous les avez aussi positionnés sur la carte, sachant que vous pouvez sortir des cartes thématiques. Là, j'ai mis que la carte des stations, mais vous pouvez thématiser votre carte. Donc, on a accès à l'information de manière extrêmement facile. Il y a une mise à jour tous les 15 minutes. Et vous pouvez la cartographier et du coup analyser de manière très fine et très rapide l'information sur l'ensemble de votre exploitation. Alors dans la mesure où si vous n'êtes pas en réseau, évidemment vous avez acheté autant de stations que de parcelles ou de groupes de parcelles. Alors les autres services, vous pouvez analyser ça. C'est-à-dire que si vous aimez bien les informations, là vous pouvez comparer. On a la comparaison sur 4 stations des pluies pour tout le mois d'avril. En fait, le mois d'avril, ça c'était 2021. Donc vous voyez que ça se voit peut-être pas bien en les couleurs, mais on a des stations qui avaient 84 mm en un mois et d'autres qui étaient à 124 mm. Et on peut savoir quand est-ce qu'il y a eu vraiment des décalages. Donc par exemple ici, c'était le 9 avril. Tout ça, bien sûr, peut s'exporter facilement en fichier CSV ou en fichier Excel. Vous avez des cartes, après accès à des prévisions météo. Vous pouvez choisir, alors avec notre prestataire, on peut choisir son modèle parmi 7 modèles de prévision météo. Vous avez les prévisions jour par jour, vous avez le résumé ici. Sur la partie gauche, vous avez le radar pluie qui vous permet de voir les pluies dans les 3 heures. Et puis, nouveauté, là, vous pouvez avoir des prévisions de gel sur telle ou telle parcelle. Et on peut aller encore plus loin maintenant. Vous pouvez aussi personnaliser les prévisions. Là, vous avez les prévisions sur une station, les prévisions de pluie, le cumul qu'il y a eu depuis le mois de janvier, les prévisions de gel sur cette parcelle, et puis les données en direct de la parcelle. Voilà. Donc tout ça en quelques clics, on a toutes ces informations-là. Donc c'est ça aussi le gros avantage de ces stations connectées. Alors voilà, rapidement brosser ces stations. Le réseau maintenant. La première des questions à se poser, en fait, normalement, quand on veut travailler sur un réseau de stations, c'est pourquoi on veut le faire. Si on ne se pose pas cette question au départ, on rate tout. Alors, quels sont les avantages du réseau ? Vous avez 2 gros avantages. Vous avez un premier avantage, c'est qu'évidemment, quand vous vous mettez en réseau, vous avez accès comme ça à la variabilité locale des conditions météo. Et c'est comme ça qu'on s'est aperçu, auparavant, dans Lyon, avant d'installer le réseau de stations en 2019, enfin début 2019, on avait 3 stations dans le vignoble, une à Chablis, une à Saint-Brie, qui sont distantes de 25 km. Et puis, il nous arrivait des choses un petit peu étonnantes. On se disait, c'est bizarre, la station de Saint-Brie, elle n'a pas donné de pluie, et pourtant, j'ai une grosse sortie de mildiou à cet endroit-là.
Et on s'aperçoit a posteriori qu'effectivement, il y a un orage qui est passé et qui n'a pas été vu. Voilà. Donc c'est ce genre d'information qui permet de le voir. Ici, vous voyez sur une petite distance, puisque vous avez ici sur à peu près 3 km en largeur, vous avez un gradient qu'on peut voir entre 7 mm et 11 mm 6 sur la semaine dernière. Donc ça, c'est un petit gradient, mais c'est juste histoire de vous indiquer, effectivement, c'est ça qui a permis de comprendre pas mal de choses. Et qui permet aux vignerons de mieux dire, celle-là, il faut que je fasse plus attention, quoi. Alors ça, c'est la variabilité locale sur les pluies. Elle est extrêmement importante d'une vallée à l'autre. On a des variabilités locales aussi d'humidité. Ça, c'est un petit peu moins perçu. Mais ici, vous avez, alors là, on est carrément à l'échelle de la parcelle, donc vous voyez qu'entre les deux, là, il y a 200 mètres. Et pourtant, en direct, là, on a 70% d'humidité et 76%. Ici, on est à peu près à la même altitude, on est sur un bas de vallée, mais par contre, on est beaucoup plus proche d'un bois. Et puis, il y a une source, en fait, qui n'est pas loin. Et donc, on a un petit peu plus d'humidité. Donc ça permet de voir un peu ce genre de choses. Et ça jouera aussi sur le choix de l'installation de la station. Si vous l'installez là ou là, ça ne va pas donner du tout la même chose en fonction de votre objectif. Donc voilà, ça ce sont des paramètres qui bougent quand même beaucoup. Il y a des paramètres qui bougent moins. Ça c'est le vent. Donc ça, vous avez là une partie du réseau d'anémomètres en fait, de la chambre sur le Chablisien. Et on peut voir qu'il y a relativement, c'est le vent moyen en fait sur une journée. Là encore, c'était la semaine dernière quand j'ai fait les captures d'écran. Vous voyez que globalement, on est ici. Alors c'est les points blancs. On est entre, alors celle-là, elle avait un petit problème, mais on est entre 12 et 16 km/h en moyenne. Même là, on est à 15 km/h. Faites pas trop attention à celle qui est à 4 km/h parce que celle-là, elle était spéciale. Elle était mise dans la cour, juste à côté d'un hangar, de façon temporaire. Et ici, on a 9 km/h, donc avec en gros 5-6 km/h de moins, une station qui est située en bas d'un coteau, à côté d'une grosse haie, une haie qui fait à peu près 5-6 mètres de haut. Voilà. Mais malgré ça, vous voyez que la variabilité du vent, au final, elle est quand même pas énorme. Et c'est encore plus si on travaille sur les rafales, où là, les rafales, c'est à peu près la même vitesse, quelle que soit la situation de la station. Donc on n'a pas besoin d'un réseau de stations vent aussi important que ce qu'on pourrait avoir sur les stations pluie ou par rapport à de l'humidité ou de la température. Autre point d'avantage du réseau, et ça c'est quand même fondamental, c'est la sécurisation de l'information. C'est-à-dire que vous avez une station toute seule, vous ne pouvez pas savoir si elle vous donne l'information qui est bonne. Là, vous l'avez en réseau, ça c'est sur le nord chablisien, les pluies de la semaine dernière. Et ce que vous pouvez voir, il y a un gradient qui va du nord-ouest du sud-ouest au nord-est. Et vous voyez, il y a deux stations qui donnent des valeurs quand même franchement nettement différentes. Vous en avez une ici à 46 mm en une semaine. C'est une station qui est située dans une parcelle qui est protégée par l'aspersion contre le gel. Donc voilà, il y a eu dimanche, on a protégé, donc voilà, il y a eu 46 mm. Bon, ça se comprend, c'est pas une erreur. Et par contre, vous avez ici cette station-là, voilà, qui donne 4 mm de pluie au lieu des 8 mm à côté. Voilà. Et ça, en fait, c'est un défaut de pluviométrie. Quand on a des erreurs qui sont énormes entre toutes les stations mettent 10 mm et puis il y en a une qui met 0 ou 50, on voit. Mais quand vous avez des petites déviations, c'est pas évident à voir. Et ça, vous pouvez le voir que quand vous avez un réseau qui est suffisamment dense pour vous permettre de détecter des anomalies. Donc ça permet vraiment de détecter des légers dysfonctionnements et ça, c'est essentiel. Voilà, donc le réseau, ça fournit plus d'informations, et puis ça fournit surtout des informations qui sont plus fiables. Ça, c'est un point essentiel. Alors, comment on l'a construit ? On l'a construit, le réseau, c'est vraiment un objet collectif. C'est pas la chambre qui a dit, tiens, on a construit le réseau, puis on vous le met à disposition. Nous, pour le construire en début 2019, on a fait 24 réunions en fait, dans le vignoble, dans tous les villages. Et dans tous les villages, en fait, on a demandé aux vignerons leur expertise locale, déjà sur
les conditions météo, et puis aussi sur leur objectif. Ça a été vraiment une co-construction entre eux, et puis avec la Chambre, pour mettre en commun les objectifs, et puis l'organisation qu'on allait avoir. Et ça permet de faire le tri en fait sur les objectifs. Il y a des objectifs qu'on peut regrouper, et puis il y a des objectifs sur lesquels faut faire des choix. Là, par exemple, on a des objectifs qui est on met un réseau de stations par rapport au gel. On a par rapport justement à cette variabilité des pluies. On peut aller plus loin en disant je veux faire fonctionner des OAD mildiou ou idium dessus. Et ça, c'est pas pareil que les pluies. Et puis, vous pouvez aussi avoir la conscience du vent et de la dérive. Et ça impacte vraiment le choix du réseau. Un exemple, l'influence de la température de la hauteur du capteur sur la température. Là, vous avez ici, c'était le 14-15 avril 2019. J'avais mis en fait 3 stations au même endroit, côte à côte, mais à différentes hauteurs. Et vous voyez que pendant la journée, le trait orange, c'est celui qui a le capteur à 40 cm du sol. Il est bien plus chaud que le capteur qui est à 1,50 m. Et pendant la nuit, c'est le contraire. Sachant que là, pendant la nuit, il y a eu du vent, donc ça a un petit peu homogénéisé, mais pendant la nuit, à 40 cm, on est très nettement en dessous. Donc, si vous voulez gérer le gel, vous mettez des capteurs à 40 cm, à la hauteur des baguettes, c'est assez logique. Par contre, ça va jouer sur la température, et si vous voulez faire fonctionner des OAD mildiou par exemple, avec la température que vous avez pendant la journée, vous allez avoir des incubations qui vont être nettement plus courtes, et vous allez perturber la simulation des cycles. Autre exemple, l'influence de la topographie sur l'humectation des feuilles. Donc là, vous avez en orange l'humectation des feuilles sur un bas de coteau exposé à l'est, donc qui voit le soleil assez rapidement. Et puis en bleu, vous avez l'humectation des feuilles sur un replat sur calcaire marneux qui est exposé ouest. Je ne rentre pas plus dans le détail, mais du coup, on est vraiment sur 2 sols très différents et des expositions différentes. Et vous voyez, j'espère que ça se voit suffisamment bien, vous avez du orange et du bleu. On a du bleu à peu près tout le temps, là sur ces 2 jours-là, entre le 19 et le 20 mai. Ça veut dire que cette station, elle a toujours eu des feuilles relativement humides, alors qu'on était sur un replat à mi-coteau, relativement bien exposé au vent. Donc c'est un peu contre-intuitif. Par contre, on a eu relativement peu d'humectation forte. Plus la couleur est intense, plus l'humectation est forte. Et vous voyez qu'on est souvent avec des humectations faibles, mais par contre tout le temps. Par contre, le site qui est en bas de coteau exposé à l'est, il a beaucoup moins d'humectation, mais par contre, quand il pleut, ça s'humecte très bien parce que ça sèche un peu plus difficilement. Donc là, il a plu à 12 heures, il a plu, et pendant 3-4 heures, on a eu des feuilles très humides en bas de la parcelle, alors qu'en haut, les feuilles n'étaient pas autant humides, mais par contre, c'est resté beaucoup plus longtemps. Et ça, évidemment, ça joue sur l'épidémie des maladies. Alors, de ces choix, du coup, ça joue sur les stations et puis leur localisation. Donc on va prendre un exemple rapidement. Je vais mettre en rouge si on avait un objectif gel, en jaune si on avait un objectif variabilité des pluies, et en vert si on avait un objectif de faire fonctionner des OAD. Là, on est sur une commune du Chablisien, Lignorel, et on va voir en fonction des objectifs où est-ce qu'on met les stations. Alors, si l'objectif c'est gel, ça c'est pas très compliqué. En fait, c'est l'endroit où les vignerons ont indiqué qu'il fallait mettre des stations quand on a créé le réseau. Et en fait, on a les bas de coteau. Ici, le point bas, qui est vraiment le point le plus froid de la commune. Ici, un autre point froid, mais avec une orientation différente. Là encore, un autre bas de coteau. Et puis ici, on est plutôt à mi-coteau, mais en fait, c'est une coulée d'air froid qui descend pendant la nuit. Donc voilà, ce positionnement-là pour l'objectif gel. L'objectif pluie, on essaye plutôt de quadriller toute la commune. Et vous voyez qu'on aurait pu mettre les stations plutôt à ces endroits-là. Donc c'est pas exactement les mêmes. Et puis si on a un objectif OAD, là c'est encore différent,
puisqu'on va se mettre, par exemple ici, qui est un site extrêmement sensible à l'oïdium. On est sur un plateau en bordure de bois. Traditionnellement, chez nous, c'est des sites vraiment oïdium. On a un site à mildiou ici, avec des sols très différents qui gardent beaucoup l'humidité. Donc voilà, ça s'appelle fontaine d'ailleurs ici. On peut se mettre sur un sol très caillouteux, très filtrant. On a ici un haut de coteau qui est aussi traditionnellement assez sensible à l'oïdium parce qu'il est très exposé au vent, notamment en été. Voilà, on les met encore à des endroits. Alors, on peut imaginer que quelques sites puissent se coupler, mais vous voyez qu'on c'est pas obligatoirement les mêmes endroits. En particulier le gel et puis les OAD, ça va pas marcher ensemble. Donc voilà, des choix à faire. On a la possibilité d'avoir des stations mobiles, entre guillemets. C'est-à-dire que nous, on a quelques stations qui sont, par exemple, ici, pendant la période de gel, elle est là, et puis ensuite, elle remonte là. Voilà. Donc ça, c'est des choses qu'on peut ponctuellement faire. Et puis, on peut aussi, bien sûr, bouger la hauteur des capteurs pour avoir les capteurs gel pendant le risque gel, et puis les réaugmenter pendant le risque OAD. Le réseau, il est aussi influencé par le réseau de communication. Ces stations, elles ne communiquent pas par téléphone, mais elles communiquent par radio, mais ça ne change pas grand-chose. De toute façon, il y a quand même un réseau qui doit exister à l'endroit où il y a la station, et ça permet ça induit des choix et des non-possibilités. Par exemple, ici, on voulait mettre une station ici. Donc on a regardé la carte du réseau Sigfox radio, qui permet aux stations de communiquer avec le serveur. Et puis là, il n'y en a pas. Voilà. Il y a pas de. Ici, vous avez différentes couleurs en fonction de la qualité du réseau, mais là, il n'y a pas de couleur parce qu'il n'y a pas de réseau. Donc ici, on ne peut pas le mettre. Donc quelquefois, il y a des choix. On ne peut pas mettre des stations partout. Alors, un réseau, ça s'entretient aussi. Même si normalement, on n'entretient pas les stations. On les entretient un petit peu sur l'appli. Il y a quand même la surveillance qui est nécessaire pour justement détecter ça. Moi, je sais que je consulte pendant la campagne, c'est-à-dire depuis maintenant jusqu'au moment des vendanges, je consulte au moins 3-4 fois par jour en fait, le réseau pour voir s'il n'y a pas des choses qui se passent. Et notamment pendant les risques de gel, parce que les stations doivent être remplacées dans la journée. On ne peut pas rester une nuit sans avoir de station alors que les vignerons s'en servent. Donc il y a un stock de stations et c'est changé dans la journée s'il y a un problème. Il y a de la maintenance au quotidien, et la maintenance au quotidien et les remplacements éventuels qui peuvent avoir lieu. Là encore, on revient sur l'objet collectif, c'est-à-dire que c'est un travail qui a dès le départ été dit, on travaille avec les vignerons et on vous demande, quand vous passez à côté d'une station, de regarder si ça va bien et de nous prévenir s'il y a un problème. Un dernier point, l'avenir du réseau tel qu'on le voit, c'est pour nous créer un réseau de stations de météo du sol. On a la problématique de l'eau dans le sol, elle monte en puissance. Et donc là, vous avez ici un capteur qui permet de mesurer l'humidité du sol. Alors c'est des capteurs qui sont nettement plus chers que les autres pour l'instant, mais on espère pouvoir généraliser ça et puis aboutir, on va le voir, à des informations qui permettent de suivre les dynamiques de l'eau et à partir de là de savoir quelles pratiques on met en place en fonction du statut de l'eau dans tel ou tel type de sol à tel ou tel moment. Un exemple, vous avez ici, là c'est le graphique qui simule les pluies pendant toute la campagne 2021 sur un des sites. Et ici, vous avez les humidités du sol. L'humidité pondérée, c'est la somme pondérée des différents poids qu'on a donnés au capteur, sachant que vous avez une couleur par profondeur. Rouge, c'est le capteur qui est à 10 cm. Dans le bleu, c'est 20 cm. Violet, c'est 30 et noir, c'est 40 cm. Donc vous voyez que sur cet exemple, on a eu des humidités l'année dernière qui ont été très bonnes, voire assez importantes pendant toute la campagne, à 30 et 40 cm.
Et à 10 cm, il y a eu des périodes un peu plus sèches, comme on le voit là en courant mars-avril, et puis ensuite plutôt dans la deuxième quinzaine d'août. Et là, on est encore en phase d'apprentissage, mais l'idée, c'est de pouvoir se servir de là pour dire, attention, là, on peut désherber ou on peut travailler les sols de telle ou telle profondeur, on enherbe ou attention, il faut réduire l'enherbement, etc. etc. Voilà. Ça sera une voie de progrès. Autre voie de progrès, on l'a vu, c'est des stations qui normalement durent pas longtemps. Je vous l'ai dit, les stations qu'on a installées en 2018, on les a toutes changées. Les stations qu'on a installées début 2019, on les a changées à 75-80%. Mais ça, c'était prévu. Pour nous, c'était pas une surprise. C'est pas extraordinaire. C'est des stations jetables, du coup, entre guillemets. Le prestataire commence à les recycler, mais je pense qu'il y a encore des progrès à faire sur ces aspects-là. Et on espère bien pouvoir améliorer cette partie-là, parce que c'est pas non plus une partie positive du réseau. Voilà, donc je pense que j'étais bon puisque tu n'as pas intervenu. En conclusion, ces stations connectées, c'est des outils qui sont extrêmement intéressants parce qu'ils ont permis en fait de donner de l'information aux vignerons, mais qui est d'autant plus utile qu'elle est en réseau. Je vous dis attention, si vous avez votre station tout seul, il y a un risque que vous preniez une mauvaise décision. Et puis, si on s'arrange bien, ça permet d'éviter surtout de surdimensionner des achats. On achète une station et puis on la partage avec quelqu'un d'autre. Donc il y a différents types de réseaux qui peuvent être faits. Il y en a qui sont montés en groupe comme ça, chacun a acheté sa station et l'a partagé avec ses voisins. Nous, on a fait ça et on a nous-mêmes mis des stations et on les a mis à disposition des viticulteurs. Au final, le réseau dans la Chambre de Lyonne, il comporte 150 vignerons. On a 115 stations pluie, 17 stations vent. Donc il est dimensionné, ça fait une station pour 60 hectares au final. On pourrait en faire encore plus, mais je pense qu'après, voilà, on arrive si chacun veut sa station dans sa parcelle, on n'obtient pas l'objectif comme ça d'optimisation. Et ça, c'est vraiment le réseau en fait qui a donné ça. Merci Guillaume. Alors merci pour cette présentation très très claire, très pédagogique et bravo pour le respect du timing. On est à la minute près. Donc petite séquence maintenant habituelle de réaction, de questionnement par rapport à la présentation de Guillaume Morvan. Oui, on a bien compris que vous faites des mesures, qu'on peut les lire facilement sur un téléphone ou un ordinateur. Et vous avez parlé de prévisions. Et les prévisions, vous les obtenez comment ? Bon. Nous, on les obtient par notre prestataire. Et en fait, notre prestataire, il obtient ses prévisions de la part de sociétés qui font la prévision. Lui, les sociétés qui vendent des stations connectées, ce n'est pas des sociétés de prévision météo. Donc, ils achètent en fait ces prévisions à Météo France ou à Météo Blue, etc. Ce qui fait que les prévisions qu'on a, elles ne sont pas meilleures que les autres. C'est les mêmes. Elles ont juste, entre guillemets, l'avantage, mais avec toute la variabilité, tout l'indice de confiance qu'on peut leur donner, de pouvoir être justement localisées à tel ou tel endroit. Voilà. Donc on a les prévisions, on sait qu'elles sont relativement fiables sur, par exemple, les températures. En général, ça fonctionne bien. Sur les pluies, il faut faire très attention. Voilà. Mais voilà, elles sont pas meilleures là-dessus. Nous, on incite à la méfiance par rapport à la qualité des prévisions. J'avais une petite question du coup par rapport à l'humidité donc qui est dans l'air, qui est mesurée pour les traitements mildiou et odium. On sait qu'à certaines périodes il y a une forte pression, donc forcément on y va. Mais est-ce qu'à un certain, forcément ça aide les vignerons? Et à quel stade, à quel pourcentage d'humidité dans l'air on se dit il y a une forte progression de champignons, et à quel stade on se dit il n'y a pas forcément beaucoup de pression?
Ça dépend des champignons, mais là où le réseau peut aider, c'est justement on a des seuils. En fait, on sait qu'à partir de 75% d'humidité, on a l'oïdium qui commence à bien se plaire, et c'est tout l'intérêt, par exemple, de bien positionner les stations. Vous avez vu tout à l'heure la carte où on avait une station qui donnait au même moment 70% d'humidité et 76%, et ça explique effectivement que l'oïdium il démarre à cet endroit-là et ensuite il s'étende. Donc par contre, ça pose aussi justement cette question entre la qualité de l'information et les seuils. Les modèles de prévision de maladies fonctionnent avec des seuils en disant bah voilà, on est à tant de pluie, on est à tant de... Et quand on est au-dessus, ça déclenche en fait le risque. Si vous avez des capteurs qui vieillissent, que vous n'avez pas changé, et qui du coup vous donnent 80% d'humidité, alors que l'humidité réelle elle est à 74, ça fait pas grand chose, mais on franchit un seuil et on a des décisions qui peuvent du coup varier. D'où l'importance de connaître la durée de vie de ces capteurs et de les changer. Nous, justement, sur les stations sur lesquelles on fait fonctionner des modèles, on les change encore plus souvent. J'allais justement y venir et rejoindre le questionnement. Tu présentes effectivement des outils fins d'analyse de la météo, voire peut-être avec qui sont des outils, mais après il y a bien des OAD qu'on peut relier. Tu le présentes à maman, des outils d'aide à la décision qui eux vont lire la pression maladie, c'est ça hein? Les différents prestataires de stations connectées ont un portail et font des ponts automatisés avec d'autres sociétés qui font ces modèles. Hein, donc Movida, on a l'IAV des Citrette, etc. etc. Donc voilà. Donc vous n'êtes pas obligé d'avoir en tête tous les seuils de développement de maladie. Oui. Il y a des portails et il y a des liens qui se font avec d'autres outils qui eux vont vous donner à voir l'évolution des maladies. Quoi. Et ça, c'est le choix des vignerons. En fait, chez nous, les vignerons qui sont abonnés, ils ont accès à ces stations et après, ils choisissent l'OAD qu'ils veulent. C'est indépendant. Nous, on fournit aux vignerons des données météo. Voilà. Après, il en fait ce qu'il veut. Mais ce qui n'empêche qu'après, effectivement, on peut avoir quelques seuils en tête classiques. D'autres réactions, questions ? Bonjour, moi j'ai une question sur la maintenance du réseau. En fait, vous disiez par exemple, je regarde le réseau plusieurs fois par jour pour vérifier qu'il n'y a pas de problématique, je surveille. Mais finalement, ça représente quelle charge et c'est qui prend ça en charge au niveau de la chambre? Et au-delà de la maintenance, j'avais une petite question qui va avec, c'est comment ça se finance en fait un réseau comme ça? Parce que je comprends qu'il y a un coût d'investissement, il y a du temps passé, parce qu'il y avait des réunions, 24 réunions, et puis ensuite, il y a des stations qui doivent être changées régulièrement, etc. Qu'est-ce qui prend ça en charge? Est-ce que c'est le Prestat ou la chambre ou les vignerons? Bon, le Prestat, il nous vend les stations et les abonnements au portail. Hein. Nous, on fonctionne, du coup, on a acheté les stations. Hein, donc on a eu un investissement. Alors les 24 réunions, tout le travail d'investissement au-dessus, c'est le travail des chambres d'agriculture, d'essayer de faire avancer le progrès la technique auprès des vignerons. Donc ça, c'est notre investissement, on va dire, de chambre, hein, de service public. Après, il faut que ce réseau, s'il veut être pérenne, il faut qu'il soit équilibré, hein, d'un point de vue budgétaire. Et donc, on équilibre le budget entre nos achats réguliers de stations, le temps qu'on passe, et puis des abonnements des vignerons. Hein, donc les vignerons, ils payent un abonnement. Chez nous, c'est 280 €. Et 280 €, il a jusqu'à 20-25 stations disponibles. À partir de là, ensuite, la répartition. Le temps de travail, moi j'ai un temps de surveillance comme ça régulier, hein, ça ne prend pas longtemps. Hein, l'accès aux informations est tellement facile que moi je le vois très vite. Hein. Il me faut moins d'1 minute pour faire le tour de mes 115 pluviomètres, puis de voir celui qui va pas bien. Et ensuite, justement, la semaine dernière, j'ai envoyé quelques SMS à quelques vignerons en disant attention, celle-là, elle me semble un peu bouchée, va faire un tour pour regarder, etc. Si c'était un technicien chambre qui devait faire le tour constamment sur les 140 stations, du coup,
il passerait au moins une journée par semaine, minimum, et là, ça deviendrait un coût qui serait exorbitant, quoi. C'est pour ça que j'ai insisté sur l'aspect collectif du réseau, où chacun doit faire une petite part de travail. Et ça, en tout cas, on a joué la transparence dès le début, et ça a été très bien apprécié, du coup. Oui, alors une ou deux dernières, je fais attention au timing. Merci. Je me demandais si ce dispositif, c'était un dispositif qui était généralisé à d'autres chambres d'agriculture ou si c'était seulement la chambre d'agriculture de Lyon. Alors nous, on a fait ça en début 2019 dans Lyon. La chambre d'agriculture de Côte d'Or a fait aussi ce même type de réseau. Et puis la chambre de Saône-et-Loire l'a fait en 2020. Voilà. Après, il y a d'autres associations. Quelquefois, c'est des syndicats qui ont fait ça. Quelquefois, c'est des interprofessions. Je ne sais pas s'il y a d'autres chambres qui ont fait ce réseau-là, mais voilà, il s'en est fait pas mal. Voilà. Ouais. Une dernière question, réaction. C'est presque individuel là, vous avez le droit chacun à une question. Oui, allez. Et du coup, par rapport au réseau, aujourd'hui, qu'est-ce qui vous plaît dans le réseau? Qu'est-ce que vous avez envie de continuer à faire? Et à l'inverse, qu'est-ce que vous aimeriez changer? C'est quoi les projets pour le futur? Je l'ai indiqué, je pense qu'il y a les capteurs qui sont de météo du sol. Pour moi, c'est vraiment un gros point. En restant sur plutôt l'existant, quand on a constitué le réseau, on a acheté nous-mêmes la majorité des stations et on a, entre guillemets, récupéré les stations qui avaient déjà été achetées par les vignerons. C'est-à-dire qu'il y avait déjà une quarantaine de stations que des vignerons avaient achetées indépendamment et ils les ont mis à disposition. Du coup, on est bâti sur un existant et il y a encore quelques petits perfectionnements justement sur des stations où on s'aperçoit que finalement celle-là elle ne sert pas à grand-chose, elle fait doublon avec celle-là, voilà, il y a un petit peu d'optimisation à faire. Et puis après, il y a tous les services connexes. La station, la société, donc Sencrop, du coup, a amélioré ses services, mais nous-mêmes, on essaye aussi d'améliorer les services en plus, d'en faire en plus. Et ça, c'est quelque chose qu'on veut essayer de développer. Justement, on parlait des OAD, de pouvoir offrir une carte avec les différentes situations, des prévisions de maladies dans les différentes situations. Voilà. C'est ce genre de choses-là qu'on va développer sur le court terme, 2022-2023. Merci Guillaume. Merci. Je vous propose de conclure. Alors, on ne peut pas le faire à la fin de chaque conférence, mais là, on a la chance de pouvoir le faire. En sortant, vous verrez, il y a une petite imprimante 3D. C'est un projet qui est porté par Vitilab, qui est basé à Davaillé, à Vénimpole. Ce sont de l'autoconstruction, on va appeler ça, de stations météo connectées. C'est le hasard de la présentation. Donc, mais voilà, ce n'est qu'une possibilité. Donc là, on ne passe pas par un prestataire, forcément. Alors, c'est pour des initiés, dont je ne fais pas partie personnellement, mais voilà, des jeunes ou moins jeunes, peu importe, qui auront cette capacité d'imaginer des choses et de le créer sur une imprimante 3D. Donc voilà, en partant, c'est la seule conférence où on peut faire un lien. Donc vous pouvez voir des stations météo connectées. Merci, bon salon, bonne deuxième journée. Merci Guillaume.